Être un homme à l'heure de l'égalité des genres, ce n'est pas forcément évident. Ces dernières années, on entend de plus en plus parler de crise de la masculinité. Si certains se plaignent des féministes et disent se sentir menacés dans leur virilité, d'autres, au contraire, en profitent pour remettre en question les injonctions à la virilité. Pour eux, les hommes aussi peuvent tirer de gros bénéfices des combats menés par les féministes. Mon père il me dit tout le temps ça, faut pas pleurer dans la vie, t'es un garçon. Donc les gens ils veulent qu'un garçon ça pleure pas. J'ai longtemps joué sur le côté exacerbé de la virilité. Muscle, bagarre, viande. C'était dans le but de la réaffirmer dans une société qui se féminise de plus en plus. Je pense qu'on se met clairement une pression inconsciente et pas forcément hyper saine pour nous. Il n'y a pas vraiment de crise, simplement un réajustement historique par rapport à une inégalité qui est structurelle. Alors imaginez un monde où la virilité, ou plutôt la testostérone, disparaîtrait. Imaginez un monde où les hommes seraient forcés d'abandonner les attributs de leur virilité du jour au lendemain à cause d'une pandémie mondiale. C'est le scénario rocambolesque de la bande dessinée Testostérore que publie le dessinateur Luz. Dans cet ouvrage détonnant, il interroge les masculinités, pose un point de vue d'homme sur les changements sociaux à l'œuvre depuis des années et apporte des éléments de réponse à cette question: comment être un homme aujourd'hui ? Luz, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes auteur de bande dessinée, ancien dessinateur de presse. Vous avez collaboré avec plusieurs journaux, dont Les Inrocks, Charlie Hebdo, que vous avez quitté définitivement en septembre 2015. Vous êtes l'auteur, entre autres, d'Indélébile, de Vernon Subutex, l'adaptation de la trilogie de Virginie Despentes. Et vous venez de publier cette bande dessinée, Testostérore, aux éditions Albin Michel. Alors, Testostérore, c'est l'histoire d'une pandémie qui ne touche que les hommes. Et c'est un virus qui fait très mal aux testicules, si j'ai bien compris. D'abord. Ensuite, qui fait chuter le taux de testostérone des hommes. Alors, comment est-ce que ça se transmet ? Eh bien, par une poignée de main bien virile. Et cette chute de testostérone a des conséquences comme la fatigue, la dépression, la baisse de la masse musculaire, bien sûr, la baisse des érections, de la libido, une baisse de la fertilité, une perte de poils, mais aussi, les hommes aiment moins la charcuterie. Ils arrêtent de couper la parole aux femmes ou de les harceler dans la rue. Ils développent de l'empathie. C'est une satire sociale de la masculinité toxique. Vous partez vraiment très très loin dans ce scénario imaginaire de dystopie. On va y revenir, qui est peut-être même pas forcément... Pas tant que ça, une dystopie. N'est pas si loin de la réalité. Comment vous est venue l'idée de cette bande dessinée, de ce scénario ? Alors, ça vient de loin. Ça vient de loin et en même temps, ça vient de tout près. Ça vient de loin dans le sens où j'ai vécu beaucoup dans les dimanches, en fait, quand j'étais gamin. Ce dont je me rappelle surtout, ce sont les dimanches. Et les dimanches, il y avait les hommes qui regardaient le sport à la télé et puis les femmes qui préparaient à bouffer. Et cette France de l'apéro des années 80, moi, j'étais un petit gamin, je regardais ça avec un peu d'étrangeté. Je me demandais ce que c'était que ce monde-là, qui avait une barrière invisible entre deux mondes. Et après, moi, j'ai essayé de faire ma vie de petit gamin normal, sauf que aussi, moi, je vivais en HLM, et pour la sociabilité, il fallait faire du sport, il fallait être entre hommes. Et j'ai toujours été un petit peu intrigué par cette manière de l'entrecouille. Je me suis dit, comment ça se fait, comment j'ai essayé comment je peux faire en sorte de ne pas être uniquement dans l'entrecouille. En fait, vous avez une socialisation un peu plus traditionnelle d'hommes dans les années 80, c'est ça ? Oui, mais c'est classique, en fait. C'est vraiment quelque chose d'assez banal. Et on se dit, tiens, je vais essayer de me sortir de ce truc-là, de ce schéma-là. Et il n'y a pas si longtemps, j'avais même un grand-père, par exemple, qui était, sa devise, lui, c'était travail, famille, sport. C'était un patriarche qui faisait peur à tout le monde. Il avait ce grand défaut de pisser la porte ouverte, bien au milieu de la cuvette, pour délimiter quelque part son territoire sonore. Et donc tout le monde dans la famille était là, en train de prendre un verre, tout ça. Puis on entendait le grand-père faisait glou glou glou. Et ça, c'était déjà quelque chose que je voulais pas reproduire dans ma vie. Sauf que, étonnamment, entre-temps, je suis devenu père. Entre-temps, j'ai ma fille qui est venue me voir un jour dans les toilettes. Il m'a dit, papa, pourquoi tu fermes pas la porte des toilettes.
Et là, c'est un détail, c'est pas grand-chose, mais je me dis, comment ça se fait que moi, qui essaye de me sortir de schémas ancestraux, de schémas plutôt schémas familiaux, je reproduis finalement ces schémas familiaux et je reproduis finalement peut-être des schémas ancestraux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que finalement, on est encore bloqué, moi-même, je suis encore bloqué dans une certaine masculinité, alors que j'essaie de faire des efforts, alors que je m'imagine, je me pense féministe, je travaille là-dessus. Qu'est-ce qui fait que j'en suis encore là? Qu'est-ce qui fait que les hommes en sont encore là? Oui, moi je vous ai invité parce que, au-delà du fait que cette BD soit très drôle, extrêmement bien dessinée, il y a vraiment une réflexion, en tout cas ce que j'ai perçu comme une réflexion philosophique, une réflexion politique sur la masculinité, sur ce que c'est que d'être un homme aujourd'hui, en ère post-MeToo, à un moment où on réinterroge les codes de genre en permanence, où les femmes ont de plus en plus de revendications, où elles exigent d'avoir les mêmes droits de facto que les hommes, et où il y a des bouleversements dans les perceptions de ces normes de genre, et donc dans la construction de ces normes de genre. Et cette BD s'appuie sur le personnage de Jean Patrick. Alors, on va revenir un petit peu plus sur ce personnage, qui est donc le héros de la bande dessinée, qui est vraiment l'anti-héros par excellence, qui n'est pas du tout l'homme déconstruit, féministe. Hein. J'ai trouvé une définition de votre personnage dans Libération que j'ai trouvé tout à fait à propos, très, très précise, qui dit « S'il devait y avoir un homme symbole de la médiocrité de tous les hommes mâles hétéros qui, trop longtemps, ont profité de la domination tranquille du patriarcat pour ne jamais se remettre en question, alors Jean-Patrick Boulard, votre héros, serait un bon candidat. Le cadre gros, gras, grisonnant, est un concessionnaire de SUV d'occasion, bête et pas si méchant. Jamais il ne se remet en question, ni dans son travail, ni dans son quotidien. » Pourquoi est-ce que vous avez choisi de créer ce personnage-là ? C'est un personnage qui n'a jamais été... auquel on n'a jamais posé de questions. C'est moins le fait que lui se soit jamais posé de questions, plutôt que d'avoir un personnage qui est finalement assez neutre. Et dans cette société actuelle, je trouve qu'on ne pose pas suffisamment de questions aux hommes sur leur masculinité. Ils ne s'en posent pas, mais eux-mêmes, malgré MeToo, malgré les changements, malgré les luttes féministes, on a l'impression qu'il y a énormément de mecs qui naviguent dans le même bain que celui dans lequel ils étaient il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et moi, c'est aussi cette chose-là que j'interrogeais, c'était... Comment ça se fait que sur les étals de librairies féministes, il y ait aussi peu de mecs qui en parlent? Comment ça se fait que la réflexion sur le fait d'être un homme se soit récupérée par l'extrême droite, par les Zemmour? Comment ça se fait que le premier livre sur la réflexion sur le masculin a été fait par Éric Zemmour, le premier sexe, et pas par quelqu'un d'autre, pas par une personne plus de gauche, etc. Et comment ça se fait, au fond, que cette charge mentale militante soit uniquement prise par les femmes et non pas par les hommes. Non, puis ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, vous le dites, il n'est pas actif il ne veut pas maintenir à tout prix, il n'a pas intellectualisé le fait qu'il veut maintenir les inégalités. C'est qu'il ne voit même pas les inégalités. Non. Il ne voit pas sa propre domination et pourtant il profite du travail de sa femme, du travail des femmes autour de lui, notamment dans son travail, et il exerce une domination sans s'en rendre compte. Il est un peu beauf, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Beauf, ouais. Et c'est vraiment cette pandémie qui fait qu'il va perdre sa testostérone et il va y avoir une espèce de crise géante de la masculinité dans ce monde imaginaire que vous avez créé, qui fait ça va l'amener à une réflexion et soudain il va se rendre compte de ses privilèges. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les hommes sont plus proches du Jean-Pat, si vous l'appelez comme ça tout le long, Jean-Pat du début, qui n'a aucune conscience de rien, ou au contraire du Jean-Pat de la fin, qui a petit à petit une prise de conscience féministe ? Les hommes, c'est toujours difficile de parler de les hommes, c'est comme parler des femmes, c'est une généralité un peu qui n'est pas tout à fait vraie. En tout cas, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est assez facile d'être féministe ou d'être un homme ouvert, relativement déconstruit, déjà quand on n'a pas quand on est célibataire. Mais par contre,
au moment où on passe de l'autre côté, c'est-à-dire quand on commence à avoir un gamin ou une gamine, qu'on est obligé d'être dans un véritable partage des tâches, un véritable partage d'une vision globale de l'avenir, avec quelqu'un que l'on aime, et donc avec une autre personne en plus, là, ça devient un peu plus compliqué. Et c'est pas mal en devenant un père et en fréquentant d'autres pères, où je me suis dit, tiens, c'est marrant, cette muraille transparente que je voyais quand j'étais gamin entre les hommes et les femmes, elle se reproduit encore là. Le schéma est encore ici. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'avais l'impression que les années 2020, c'était les années 50 plus le libéralisme, grosso modo. Il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. Et vous avez eu envie que ça change. Vous Moi, avez eu envie de faire un travail au moins sur votre situation. Non, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris des notes, surtout. J'allais dans les barbecues des autres et je prenais des notes. Je me suis dit, attends, en discutant avec certains hommes, certains maris et pères d'eux, je me rendais compte qu'il n'y avait pas de place pour une discussion, un débat sur le féminisme. Et qu'il y avait énormément de conneries qui sortaient. Et je me dis, il faut commencer à travailler sur le sujet, il faut commencer à travailler sur qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ces hommes-là changent. Et je me suis dit, mais la seule chose qui pourrait les aider, ça serait qu'il y ait... que ça vienne de l'extérieur, que ce soit une épidémie, une pandémie. Et il n'y avait pas encore la pandémie à l'époque. Du Covid, oui. Et du coup, quand le Covid est arrivé, je me suis dit, mais merci. C'était exactement ce truc-là qui allait faire tourner mon axe scénaristique vers quelque chose d'un petit peu plus fantastique. Et c'est vrai que moi, c'est un autre truc, c'est que moi, je suis très attiré par le fantastique en tout cas depuis 2015, par l'irruption du fantastique dans sa vie quotidienne. Et quelque part, la peur des hommes par rapport au féminisme, elle est quelque part lié à une espèce d'inquiétude absolue, comme si des hordes de femmes zombies allaient leur arracher leurs couilles, etc. Je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, il y a quelque chose dans la peur du féminisme, quelque chose qui est très proche, j'ai l'impression qu'il est très proche d'une peur fantastique. Et il fallait que j'utilise cette petite articulation. Et est-ce que vous comprenez ces hommes qui, pour le coup, n'existent pas que dans votre bande dessinée, qui existent aussi dans la vraie vie, qui justement ont peur du féminisme, considèrent que c'est une manière de renverser la domination. Il y a même des articles qui sont parus qui considèrent qu'on serait dans une espèce de matriarcat, où les femmes auraient pris le pouvoir. Est-ce que vous comprenez la perception que peuvent avoir ces hommes, notamment des réseaux masculinistes, dont on a déjà parlé à Blast, qui sont de plus en plus nombreux à avoir cette peur et cette terreur. Franchement, le titre est vraiment à propos, cette terreur parfois du côté de certains hommes. Moi, je pense que la terreur, c'est d'éviter de se confronter à soi-même. C'est-à-dire que la raison pour laquelle pas mal de mecs expriment une espèce de terreur face au féminisme, c'est parce qu'ils ont peur de se confronter aux autres hommes. Parce que pour moi, l'injonction que les hommes s'imposent à eux-mêmes est beaucoup plus importante qu'une domination féminine. La domination masculine sur les hommes est plus importante qu'une soi-disant domination féminine. La question que je pose aussi dans le bouquin, c'est par quoi les hommes sont-ils dominés ? Est-ce qu'ils sont dominés par la pulsion ? Est-ce qu'ils sont dominés par leurs hormones ? Est-ce qu'ils sont dominés par les femmes ? Est-ce qu'ils sont dominés finalement par un manque de réflexion sur eux-mêmes ? Et pour vous, c'est la dernière option ? Ouais, je pense complètement. Et que la manière dont dont certains hommes, dont les mâles alpha se victimisent, c'est une manière d'éviter de se confronter au mythe de la virilité qui les corsette, en fait. Bon, depuis des années, on fait croire à certains hommes, on fait croire aux gamins, on fait croire aux hommes aux enfants qui deviennent des hommes, qu'il faut être un super-héros, qu'il faut être super puissant, qu'il faut être combatif, qu'il faut être... Pas le droit à la vulnérabilité, en fait. Pas le droit à la vulnérabilité, il faut retenir ses émotions, etc. Et c'est un costume qui est étouffant. Alors, je pense que c'est pas facile d'être un homme dans ces conditions-là, dans les conditions que les hommes entretiennent. Mais c'est en ça qu'encore une fois, j'ai trouvé cet ouvrage très intéressant, c'est qu'on a vraiment une compassion envers la femme de Jean-Patrick, envers ce que vivent les femmes nécessairement, mais le personnage, ça reste un personnage masculin qui, finalement, derrière ses travers très
macho cache une grande fragilité, une grande détresse. Et c'est ça aussi, effectivement, qui va déconstruire au fur et à mesure. C'est se rendre compte des normes qui lui ont été imposées, de la pression qui a été mise sur ses épaules. Et il y a presque une espèce de reconnexion à la fin. Alors, on va pas tout spoiler, mais une reconnexion avec son enfant. Lui, petit enfant, enfin plutôt lui quand il était enfant, ce qu'il a subi de la part de son père. Il y a vraiment toute une réflexion aussi sur la paternité, sur ce qui est les normes de la virilité qui se transmettent par le père, et sur comment lui-même a renié sa propre sensibilité, ses propres envies, ses propres passions, pour pouvoir se conformer à cette espèce d'idéal de virilité, qui à la fin vraiment crée des dommages sur l'ensemble de la société, et sur les femmes bien sûr, mais aussi sur les hommes. Et donc souvent, dans le débat politique, on parle des dégâts considérables que fait le patriarcat sur, évidemment, la vie des femmes. Mais on omet parfois de mentionner ce que ça fait aussi aux hommes. Et Bien est-ce sûr. que c'est aussi ça l'objectif de votre bande dessinée, de rappeler que les hommes ont aussi à gagner du Bien sûr. féminisme? Bien sûr, ils auraient gagné à déconstruire, pas forcément se déconstruire eux, mais déjà à commencer par déconstruire le mythe de la virilité dans lequel ils baignent. C'est pas forcément évident pour un mec de sortir du schéma homme sportif, homme puissant. Il y a quelque chose aussi qui est assez marrant, je me suis rendu compte il y a pas très longtemps, c'est que on porte en nous une hormone qui est l'hormone qui nous donne de la force, et sans laquelle, effectivement, on peut être déprimé. Tout ce que je raconte dans le bouquin, finalement, c'est assez vrai. Oui, parce qu'ils n'ont plus de testostérone, Plus tout de s'effondre. Hein, c'est Exactement. vraiment la cata. Et c'est aussi c'est une hormone qui rend plus fort. Et il y a une espèce d'illusion, en tout cas dans le monde d'aujourd'hui, l'illusion que la puissance serait une vertu. Et je pense que la puissance, il n'y a rien de plus merdique que la puissance. Ça ne sert absolument à rien. Est-ce que l'empathie ne serait pas quelque chose de plus vertueux que la puissance ? Et c'est peut-être ça que je veux essayer d'expliquer dans le livre, c'est que sans l'illusion de cette puissance, il y a peut-être quelque chose à retrouver de plus humain dans le fait d'être un homme. En fait, moi, je trouve ça plus intéressant d'être un humain que d'être un homme. Peut-être plus intéressant d'être un humain que d'être une femme, peut-être aussi. Mais retrouver, en tout cas, notre place d'homme au milieu de la société des hommes et des femmes, c'est aussi retrouver en priorité notre place d'humain. Tout bêtement. Et une question qui m'est venue en lisant votre bande dessinée, et qui est encore une fois une question qui me traverse aussi en tant que journaliste qui parfois parle de ces questions-là, c'est est-ce que les hommes ont vraiment intérêt à ce que ça change en termes d'intérêt purement même matériel? Même votre personnage, bon, il a quand même une femme qui travaille gratuitement à la maison et tout le monde trouve ça parfaitement normal. Il a un espèce de confort où il peut ne pas s'occuper de ses enfants, juste aller au travail et finalement pas tant faire que ça, mais ça passe parce que c'est un homme. Il peut vraiment obtenir des choses des femmes comme ça. Et puis quand il n'y a plus cette testostérone, quand il y a ce renversement-là, il perd aussi tous ses privilèges. Est-ce que c'est pas aussi ça aujourd'hui la crise du féminisme qu'on peut avoir, en tout cas l'espèce de backlash qu'on a face au féminisme, c'est aussi la perte de privilèges. Est-ce que selon vous, en tant qu'homme qui essayait d'être féministe, enfin qui vraiment j'aime pas forcément ce terme, mais oui, qui vous déconstruisez. Hein, je sais que ça peut bloquer certaines personnes. Est-ce que vous considérez que, en tant qu'homme, on a intérêt à être féministe? On a tout intérêt à être féministe, mais surtout, j'ai l'impression que pas mal d'hommes sont persuadés que le féminisme est une grossièreté, est un gros mot, alors que c'est juste une étape vers une manière de vivre plus simplement. Aussi, j'ai l'impression que les mecs qui paniquent avec la montée des féministes, qui paniquent avec le fait avec l'existence même, avec le fait qu'il y ait des féministes qui existent, n'ont jamais rencontré de féministes. Il n'y a rien de plus gentil que Virginie Despentes. Il faut discuter avec elle. C'est un amour, cette meuf. Donc, du coup, il y a aussi un truc, c'est que l'entre-soi masculin, pour moi, est beaucoup plus mortifère que justement de se décaler un petit peu et puis d'aller voir les copines. J'ai plus appris au contact de copines qu'au contact de copains. Ça, c'est une certitude. Mais parce que c'est ça aussi l'altérité. Et à un moment donné, quand on se sera débarrassé du mythe de la virilité, c'est-à-dire du mythe de la vérité de l'homme qui ressemble à l'homme, peut-être qu'on sera plus attentif à nous, entre hommes, à l'altérité des hommes entre eux.
je pense. Parce que ce qui manque, vous l'avez évoqué au début de l'entretien, c'est l'empathie. Et c'est l'empathie, évidemment, vis-à-vis des femmes, qui manque cruellement du côté des hommes, mais finalement, l'empathie vis-à-vis des autres hommes aussi. C'est-à-dire que c'est une injonction à ne pas laisser s'exprimer cette sensibilité, à pas laisser ses émotions nous envahir. Et donc, on arrive à une société qui est violente. Et alors, encore une fois, une des données du livre que je trouvais géniale, c'est que vous mentionnez quelque chose qui, encore une fois, n'est pas si fantaisiste que ça. C'est qu'à partir du moment où les hommes n'ont plus la testostérone et le pouvoir de dominer, il y a moins d'agressions, il y a moins de viols, et il y a moins d'insécurité. Donc, on a moins besoin de la police. Et ça, c'est des données qui existent réellement, qui ont notamment été recensées par Lucille Peytavin dans un livre qui s'appelle « Le coût de la virilité ». Oui, On l'avait reçu ici sur le plateau de Blast, où elle expliquait qu'en fait, la plupart des violences de la société étaient commises statistiquement, très concrètement, par des hommes. Donc, est-ce qu'on n'a pas aussi intérêt à sortir de ce mythe de la virilité pour vivre plus en harmonie au-delà du bénéfice individuel que vous avez déjà mentionné? Pour moi, ça me paraît une évidence. Il y a aussi cet aspect que j'ai voulu développer, c'est que on est en ce moment dans une société où on entend beaucoup de la part des masculinistes, une espèce de male tears, un déversoir de male tears. De larmes d'hommes. Et je me suis dit que peut-être c'était bien de faire un bouquin très caricatural, aller très très loin, pour qu'il y ait vraiment une bonne raison de pleurer, en tout cas pour les hommes. Oui, parce qu'ils sont quand même touchés par une pandémie, c'est terrible. Ils sont touchés par une pandémie, mais qui va se régler assez vite finalement, parce qu'effectivement, quand les problèmes de santé touchent les hommes, ça va souvent beaucoup plus rapidement. Et j'avais envie de dire à tous ces hommes qui chialent depuis MeToo que tout va bien se passer, ça va. Vous avez perdu aucun privilège pour l'instant. Il n'y a aucun privilège qui a été perdu. Et finalement, il n'y a aucun privilège indispensable à perdre par la suite. Est-ce que le fait d'être un homme surpuissant, d'arrêter d'être un homme surpuissant, ça va pas vous faire du bien? Moi, je connais pas mal de mecs qui sont complètement obsédés par le fait d'avoir le dernier truc, le dernier cri, le dernier portable, la dernière excroissance de leur phallus. Peut-être à un moment donné, peut-être que l'économie, si on a une économie plus partagée, plus apaisée, si on n'est plus dans l'empathie, peut-être on peut trouver un espace plus simple, un dialogue plus simple, et moins mythifié. Puis un apaisement aussi avec les femmes, parce que c'est aussi une des premières revendications du féminisme, c'est que les violences faites aux femmes cessent et que les femmes ne soient plus en danger en permanence au contact des hommes. Alors je précise, pour ceux qui nous regardent, pas tous les hommes, évidemment, mais par contre, presque toutes les femmes qui sont à un moment ou à un autre soumises à des violences ou à au moins du harcèlement sexuel. Donc en fait, nous, on a aussi des comportements qu'on développe en défensive. D'ailleurs, on dit souvent aux filles, non, tu peux pas sortir habillée comme ça, tu peux pas faire ci ou ça parce que c'est dangereux. S'il y a plus de danger, les rapports hommes-femmes peuvent être apaisés. Et effectivement, cette demande, notamment du fait que les violences sexistes cessent, est interprétée comme quelque chose de violent par certains hommes aujourd'hui, et donc dans votre bande dessinée, puisqu'il y a vraiment plein de références au mouvement MeToo, il y a ce mouvement masculiniste qui en découle, qui encore une fois existe quasiment à l'identique dans la vraie vie, sauf que là, vous l'avez un peu caricaturé, mais pas forcément tant que ça, où ils se réunissent et ils disent, voilà, les femmes sont en train de prendre le pouvoir, on ne peut plus rien faire. Il y a des petites pancartes, je vous les citais juste avant, parce que ça m'a fait beaucoup rire, PPDA, on te croit, enfin, tous les slogans féministes sont inversés en faveur des hommes, en faveur des agresseurs, notamment. Donc c'est aussi ça, c'est que vous poussez le curseur très très loin pour montrer qui est-ce qu'on soutient. Il y a une phrase qui m'a marquée et que j'ai notée, on la mettra à l'écran sur une de vos planches, un des masculinistes qui dit « Elles sont là dans la rue à nous narguer avec leur sac à main et leur mascara, alors que les gars comme moi se retrouvent sans emploi. Des fois, je voudrais être une meuf pour avoir tous leurs avantages. » Il se fait taper dessus pour se révolter et puis il finit par dire « C'est à moi qu'on manque de respect, faut que ça change. » Et donc, encore une fois, il y a ce sentiment que les hommes sont opprimés par les femmes, par le mouvement féministe en tout cas. Et ça va jusqu'au sommet de l'État,
puisque récemment, Emmanuel Macron a défendu Gérard Depardieu, qui est quand même, on le rappelle, accusé de violences sexistes, de violences sexuelles par plusieurs femmes, dont, pour une partie, notamment du harcèlement sexuel, est documentée avec des preuves vidéo. Là, on a vraiment l'incarnation de ce mouvement qui résiste justement à ce changement-là. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, ces déclarations du président de la République? J'ai vécu ça comme une espèce de crachat, pas uniquement aux femmes, mais aussi à toutes les personnes qui se battent pour une espèce de reconnaissance des luttes contre les violences faites aux femmes. On n'est pas obligé d'être une meuf pour ne pas être en confiance le soir quand on croise une bande de mecs. Je fais pas confiance aux bandes de mecs. Et donc je fais pas confiance, peut-être je fais pas forcément confiance au cinéma qui est aussi dirigé par une bande de mecs. Donc ça m'étonne pas forcément qu'il y ait aussi... c'est plutôt bien, au contraire, qu'il y ait justement des pétitions et des gens qui se soulèvent pour changer ce milieu. Mais vous comprenez les hommes qui ont peur? Parce que moi, j'en connais qui disent « mais on va se faire accuser de tout et n'importe quoi, on est forcément suspect parce qu'on est un homme ». Et il y a des hommes, que même je connais personnellement, qui sont sincèrement inquiets de la tournure que ça prend. Je ne sais pas forcément ce qu'ils craignent. À un moment donné, peut-être qu'il y a une étape qui est enclenchée dans l'après-MeToo, mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a des hordes de féministes dans la rue qui s'attaquent aux hommes. Je ne vois pas quelle peur il y a, à part la peur de remettre en cause peut-être ce que les hommes ont été, ce que l'on a été, le bain dans lequel on a navigué, peut-être dans lequel on a laissé, nous les hommes, peut-être, on a laissé peut-être passer des choses aussi. Je pense qu'il y a aussi, il faut être plutôt content d'imaginer, plutôt heureux d'imaginer que le monde est en train de changer de ce point de vue-là. C'est même pas une question que les hommes sont en train de perdre leur statut, je pense qu'ils sont toujours très très loin de perdre le leur pour l'instant. Quand Macron fait son soutien à Depardieu, on se dit que on va avoir du mal à voter pour quelqu'un qui finalement n'a toujours pas compris les raisons pour lesquelles on a peut-être voté pour lui, si toutefois on a voté pour lui. Il va falloir trouver d'autres personnes. Il va falloir... Il y a même un truc qui est vraiment affolant. Il faut qu'à gauche, chez les progressistes, on trouve peut-être une figure autre que masculine pour nous défendre. Et quand je dis nous, c'est-à-dire c'est nous aussi. C'est-à-dire que moi, dans la lutte féministe, je pense qu'on lutte aussi pour moi. J'ai pas envie de vivre dans un monde de couilles, moi. Ça m'emmerde. J'ai suffisamment vécu dans un monde de couilles les années 70. Un petit peu, j'étais trop petit, les années 80. Ça va, on peut se sortir de ça. On a envie peut-être d'autre chose. On aura envie qu'il y ait une candidate femme du côté progressiste. J'ai pas envie que ce soit Marine Le Pen qui représente le camp des femmes au deuxième tour. Oui, en fait, ce qu'on voit dans votre ouvrage, c'est que l'arrivée de cette pandémie fait baisser la pression masculine. Et notre héros, qui, encore une fois, embrasse complètement les codes du patriarcat au début du livre, petit à petit va être au contact des femmes, va être au contact de cette sensibilité, de cette vulnérabilité, de cette écoute, alors sans que ce soit caricatural et que toutes les femmes soient comme ça, d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs personnages féminins très différents, mais globalement un monde qui est féminin et qui est quand même beaucoup plus accueillant. Et il va se retrouver tiraillé entre ce monde qu'il n'a pas vraiment connu, mais où petit à petit il en voit les bénéfices, et de l'autre côté, ce monde très masculin, ce monde des masculinistes, de la secte masculiniste qui veut résister justement à cette oppression des femmes, enfin cette soi-disant oppression des femmes. Et il va tout osciller en fait tout du long, où en même temps la pression des autres hommes est tellement forte, et il a aussi tant à perdre, c'est-à-dire ses amis, son fils, d'autres hommes qui eux embrassent ces codes-là, qu'il va se retrouver aussi un peu à participer à ce mouvement-là. Et je me suis demandé si c'était pas finalement le dilemme de l'homme moderne aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir, pour une partie d'entre eux, d'avoir envie d'aller vers ces mouvements féministes, et de l'autre, de prendre le risque de ce regard social dur, de ce jugement, de l'exclusion aussi de certains groupes d'hommes. Et est-ce que vous êtes... est-ce que c'est un autoportrait? Est-ce que vous aussi, à un moment, vous vous êtes reconnu dans ce dilemme-là, dans ces difficultés-là? Est-ce que vous avez été en contact d'autres hommes qui ne comprennent pas votre engagement pour l'égalité femmes-hommes, par exemple?
Oui, pas tant que ça. Je dirais juste que moi, effectivement, même si par exemple en étant à Charlie Hebdo, c'était quand même un monde quand même pas mal d'hommes, mais d'hommes qui, par exemple, qui lisaient pas l'Équipe et qui parlaient pas de bagnole. Donc c'est déjà un monde d'hommes très déhumanisé, on va dire d'une certaine manière. J'ai toujours été relativement méfiant des clubs des hommes. En tout cas, j'ai jamais été trop, à part peut-être le club le club de Charlie, qui a mis du temps à trouver des dessinatrices et à se féminiser, etc. J'ai toujours été habité par une espèce d'androscepticisme, de réserve par rapport à ce monde des hommes. J'ai pas vécu qu'avec des meufs. C'était très varié, mais c'est toujours très varié. Mais je comprends pas les hommes qui pleurent sur leur propre sort. Je trouve que leur sort est plutôt à prendre maintenant. Maintenant, c'est à eux de s'occuper d'eux, de s'occuper justement de leur masculinité, de pas laisser la masculinité à l'extrême droite. Moi, j'ai vu il y avait une tribune géniale de Lola Lafont qui disait j'en ai ras-le-bol des femmes courageuses, c'est aux hommes d'être courageux. Peut-être aussi il y a une certaine complexité qu'ils ont en eux, et peut-être aussi à la déconstruction du mythe de la vérité, pas forcément leur déconstruction à eux. Peut-être que c'est pas forcément le bon terme. Peut-être que le bon terme, ce serait plutôt une espèce de mutation. J'en sais rien. Mais en tout cas, de se dire je ne suis pas l'homme qu'on veut que je sois. Je ne suis pas un homme qui veut absolument être le meilleur. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Alors, quel est l'obstacle à ce changement profond de société, et notamment à ces changements du côté des hommes ? Je trouve que la réponse est quand même, là encore une fois dans l'ouvrage, à un moment où le personnage se rend à l'ADV, l'Institut de l'ADV, c'est l'Institut de l'angoisse du déclassement viril. Ouais. Et j'ai fait beaucoup de recherches aussi. Ce bouquin, il est là aussi pour éviter d'aller trop sur les forums masculinistes. Parce que moi, j'y suis allé, au bout d'un moment, j'avais des hauts le cœur, et du coup, j'ai inventé mes propres codes, mes propres slogans, etc. Et je me suis dit que cette angoisse qu'il y a en ce moment, c'est peut-être justement cette angoisse du déclassement viril. En tout cas, c'est un terme que j'ai inventé. C'est cette angoisse de ne plus être à la hauteur de ce que la société nous demande en tant qu'homme. Et de perdre son identité, de perdre l'identité, toujours la même chose, de perdre l'identité que le mythe de la virilité vous demande d'avoir. Je pousse le bouchon un peu plus loin, parce qu'on ne veut pas forcément des instituts de rééducation pour les masculinistes, mais je pense qu'il faut arrêter de pleurer sur notre sort et essayer de réfléchir sur qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on ne veut pas dans ce mythe de la virilité. Et peut-être discuter autour de soi pour se dire, au fait, chez les copains, les copines, les voisins, les voisines, et d'avoir peut-être une discussion sur MeToo peut-être plus ouverte, que les hommes s'en emparent aussi, et qu'on s'en empare ensemble. Il y a peut-être... Le post-MeToo n'est toujours pas terminé, en fait. Et peut-être c'est peut-être à se demander s'il a véritablement commencé. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est ces espaces de discussion clos. C'est que les femmes parlent entre elles, les hommes parlent entre eux. Je parle de votre ouvrage, mais encore une fois, c'est quand même assez représentatif de ce qui se passe dans la vie. Et on communique pas tant que ça, finalement. En tout cas, ça dépend des milieux sociaux, bien évidemment. Mais on communique pas forcément tant que ça autour de ces enjeux de société majeurs, parce que c'est aussi des objets de discorde, parce que c'est des sujets qui sont compliqués. Alors que ce qui se passe avec le personnage principal, c'est qu'en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'il ne sait rien de sa femme. Encore une fois, c'est poussé. Mais oui, c'est poussé. Il ne sait rien des femmes de son entourage. Il ne sait pas comment vivent les femmes. Il ne sait pas ce que vivent les femmes. Il a aucune idée des difficultés qu'elles peuvent traverser. Et en fait, après des années, des décennies même de vie commune avec sa femme, il finit par lui poser des questions et se rendre compte qu'il ne sait même pas ce à quoi elle passe ses journées. Donc on en est quand même là. Et est-ce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, finalement, pour pouvoir se remettre en question. Vous avez entrepris cette remise en question. J'ai écouté une de vos interviews dans Bistroscopie, l'émission de France Inter avec Charline Vanhoenacker, où vous disiez que jusque dans votre style de bande dessinée, vous avez interrogé ces normes virilistes que vous aviez intériorisées et que vous avez essayé de vous détacher de ce qu'on appelle le male gaze. Donc dans le cinéma, c'est le fait de filmer
les femmes et les hommes d'ailleurs, avec un regard très masculin, c'est-à-dire qu'on va sexualiser les femmes, on va filmer les hommes de manière très puissante. Et donc dans la bande dessinée, en quoi est-ce que ça a consisté de sortir de ce male gaze ? Le male gaze dans la bande dessinée, il est très vaste. Le male gaze, par exemple, c'est aussi c'est dessiner des héroïnes. Déjà, c'est dessiner des héroïnes. Déjà, dessiner des héroïnes, c'est déjà pas mal. Mais par exemple, si on voit des trucs qui existaient dans les années 70-80, peut-être, genre les héroïnes du genre Natacha, qui est une hôtesse de l'air. Donc c'est un petit peu hôtesse de l'air folle, blonde, et avec des gros seins, et avec cette espèce de corps qui n'existe pas. Et ça a perduré, en fait, dans l'heroic fantasy, les femmes avec des gros seins, des grosses fesses, très sexualisées. On peut essayer de se remettre un petit peu en question là-dessus. Mais c'est par le biais d'un article d'un critique BD qui s'appelle Jérôme Lachasse, qui a pointé du doigt la manière dont certains dessinateurs, la plupart des dessinateurs, beaucoup de dessinateurs dessinent les femmes, c'est-à-dire leur empêchent d'être différentes les unes des autres. C'est-à-dire 2 petits points, un petit nez, et c'est-à-dire de les mignoniser. Et quelque part, voilà, par exemple, je sais pas, votre nez, il existe. Voilà, il existe. Si j'ai à le dessiner, il faut que je montre qu'il existe. Et si je fais un tout petit point, des petits points pour les yeux, juste une petite ombre sous le nez, c'est aussi une manière d'objectiver le personnage. C'est-à-dire, tout d'un coup, il n'existe pas. Moins de caractère. Moins de caractère. C'est-à-dire qu'il aura fallu attendre quand même quelqu'un comme Florence Sestac pour faire des gros nez aux personnages féminins. Et moi-même, à un moment donné, en travaillant sur le Venom Subutex avec Virginie, je me suis dit, attention, il faut que je remette un petit peu en cause, justement, ma manière de dessiner. Il faut que mes personnages féminins soient de véritables personnages féminins, donc ils aient aussi des caractères physiques, graphiques qui soient les leurs. Il faut que toutes les femmes puissent avoir la possibilité d'être laides, moches, et aussi entre les deux. C'est pas uniquement, il faut dessiner la sorcière et la bombasse. Il y a quelque chose au milieu à faire. Et donc, il y a encore du progrès à faire en BD là-dessus. Mais ça demande... Je pense que c'est intéressant d'imaginer, de se dire qu'en dessinateur, il faut réfléchir aussi au male gaze. C'est-à-dire, dans le male gaze, dans le cinéma, il y a plein de gens qui sont il y a toute une équipe. Donc, c'est assez normal d'imaginer que le regard dans une réalisation, elle doit être plus ouverte. Quand c'est un dessinateur qui est tout seul, ou une dessinatrice qui est tout seul devant sa planche à dessin, c'est plus compliqué parce qu'on arrive avec tout notre background qui est derrière. Et puis, effectivement, quand on dessine souvent au moment de l'adolescence. C'est à ce moment-là où on fige un petit peu son trait. Et au moment de l'adolescence, on est habité par les hormones, une fois de plus. Et donc, on a envie de dessiner, je ne sais pas, des formes, des choses qui vous excitent, machin, tout ça. À un moment donné, on vieillit. Il faudrait peut-être accepter l'idée qu'on est peut-être un peu plus sage et qu'on regarde le monde avec un autre regard. Et qu'on peut embrasser le regard du monde pour avoir son propre regard. Et donc dépasser son propre regard genré, en fait. C'est du taf, hein. En tout cas, c'est une bande dessinée qui, encore une fois, au-delà des qualités graphiques, est vraiment documentée, où on suit le parcours d'un homme qui doucement, finalement, se déconstruit d'une certaine manière, qui interroge les différentes masculinités, qui interroge la place des femmes, des hommes dans cette société. C'est votre regard, le regard d'un homme. À qui est-ce que vous la conseilleriez? Pour qui vous l'avez écrite, cette BD? Est-ce que c'est plus pour des hommes plus âgés? Est-ce que c'est pour... Oui, j'imagine que vous allez me dire l'ensemble de la population. Mais est-ce qu'il y a un message en particulier que vous essayez de faire passer avec ça? Je ne sais pas encore. Franchement, je ne sais pas encore. C'est assez difficile. Tout ce que je sais, c'est que... J'ai fait des interviews, par exemple, au Canada. Le bouquin a super bien marché au Canada. On ne pensait pas qu'il allait marcher au Canada. Et j'ai découvert qu'au Canada, ils étaient vachement inquiets parce que les masculinistes, ils sont en train de monter, mais à fond. Beaucoup de débats autour de Andrew Tate, On en a parlé sur cette chaîne. Voilà. J'espère en très bien. Ce jeune garçon plein d'avenir et de muscles. En mousse. Et là, il y a une inquiétude à Montréal et au Canada au sens large, c'est-à-dire qu'ils voient
les jeunes gamins, les jeunes ados ou les young adultes se radicalisaient sur la masculinité, certains en tout cas. Et ça devient un enjeu. Il se pose la question de la déradicalisation masculiniste. Je rappelle, parce que même si on avait fait une émission dessus, quand on parle de radicalisation, on parle de vraie radicalisation au sens où il y a même des attentats qui sont perpétrés Exactement. à l'encontre des femmes parce qu'elles sont femmes, notamment à cause de ces mouvements masculinistes, et que cette radicalisation en ligne, encore une fois, dont on a déjà parlé ici, produit des effets extrêmement concrets dans la vie des femmes. Il y a des hommes qui passent vraiment à l'action, soit par le meurtre, soit par le viol, soit par les violences faites aux femmes de manière générale, et donc que c'est un problème de société bien au-delà d'une pure vision politique du monde. Hein. C'est un problème pour vivre ensemble en harmonie. Oui, tout à fait. En général, ce qui arrive des États-Unis, ça nous arrive 20 ans plus tard. Ce qui arrive au Canada, ça nous arrive 5 ans plus tard. Donc il faut être assez attentif justement à la montée du masculinisme radical en France. Et peut-être que ce bouquin, il n'est pas fait pour Depardieu, en fait, ce bouquin. Peut-être qu'il est tellement caricatural, parce que c'est un bouquin qui est tellement caricatural où on peut se dire « Ah ouais, tonton, il est un peu là-dedans. Ah, et machin, t'es un peu là-dedans. » Mais je pense que c'est un outil, en fait. C'est un outil marrant. C'est un outil marrant de 300 pages. Qui se lit vraiment aussi peut-être vite, pour mettre aussi dans les pattes peut-être aussi de jeunes gens qui se posent des questions sur leur place d'homme et de dire est-ce que tu veux ressembler à un des hommes qui est là-dedans? Peut-être pas. Est-ce que tu veux ressembler à une des femmes qui est là-dedans? Peut-être pas. Est-ce que quelque part, est-ce qu'il n'y a pas... si ce bouquin t'a fait marrer, est-ce qu'on peut essayer de réfléchir dans une direction qui continuerait à nous faire rire, peut-être? En tout cas, merci beaucoup, d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle donc que votre bande dessinée Testostérore est disponible aux éditions Albin Michel. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Et vous êtes-vous reconnu dans ce que décrit le dessinateur Luz? Que pensez-vous des injonctions à la virilité? N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Je crois qu'il y a des débats passionnants à créer. Si cette émission vous a plu, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que nous sommes un média indépendant, que nous vivons grâce à vous, notre audience. Donc pour nous soutenir, vous pouvez faire un don ou vous abonner sur blast-info.fr. Et enfin, petite nouveauté dont on ne parle pas souvent, tous les entretiens de Blast sont à retrouver en podcast tous les mercredis sur les différentes plateformes de streaming. Et si vous préférez ce format, n'hésitez pas non plus à nous le dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt.